Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, présentent l'info dans le rétro. Vive la France! Elle a 5 vitesses et dans sa version actuelle, elle atteint 220 km/h. C'est 2 fois plus que l'autorisé. C'est vrai que le diesel ira très loin encore avec la pollution. Je crois que le diesel ne fait pas d'oxyde de carbone. Oui. Donc le diesel sent plus mauvais que l'essence, mais il pollue moins. Oui. Je dirais qu'un moteur... Parce qu'au nez, il pollue plus. Et oui, Monsieur le Président, vous aviez raison de vous fier à votre nez. Le diesel polluait et il pollue encore. C'est en tout cas ce que vient de révéler une enquête portant sur plus de 100 véhicules diesel circulant aujourd'hui en France. Nous reviendrons sur notre passion pour le diesel, passion souvent aveugle, et nous en parlerons avec l'historien Mathieu Flonneau. Mais pour commencer ce nouveau numéro de l'info dans le rétro, une émission de télévision a retenu mon attention. François Hollande face aux Français sur France 2. Avant de revenir sur l'histoire d'un exercice rare mais désormais classique pour les présidents français, revue de détails sur un dialogue citoyen ô combien périlleux avec Pierre Bonjoseph. C'est un peu l'entretien de la dernière chance pour le chef de l'État. 1h45 pour convaincre les Français, mais aussi et surtout pour faire le bilan de ses 4 ans passés à l'Élysée. Un bilan qu'il juge plutôt satisfaisant. C'est vrai, quand le président dit « ça va mieux », quand il y a tant de difficultés, on se demande s'il voit bien, s'il écoute bien, s'il a bien pris conscience des réalités. Eh bien oui, ça va mieux. Mais ça va mieux, il y a plus de croissance, il y a moins de déficit, il y a moins d'impôts. Un constat pas vraiment partagé par les 4 Français venus interpeller le chef de l'État sur un éventail de sujets, économie, chômage, terrorisme ou encore jeunesse. Face à eux, un François Hollande plus à l'aise sur les questions internationales que sur la politique intérieure, ou sa réforme du Code du travail, très contestée. La rue, elle considère qu'il faut, pour une partie de ceux qui manifestent, qu'il faut retirer la loi. Elle ne sera pas retirée. Pas d'annonce ni de candidature officielle, mais un recadrage des ministres un peu trop bavards. Reste à savoir si cet exercice est le meilleur moyen de reconquérir l'opinion. Et m'a rejoint sur ce plateau Christian Delporte, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine et culturelle à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et spécialiste de l'histoire de la communication politique, on vous connaît bien sur Public Sénat. C'est un exercice convenu désormais de parler aux Français réels, aux simples citoyens. C'est un exercice un peu à risque, non, aussi ? C'est un exercice à risque, c'est un exercice effectivement obligatoire dans une période où le politique est si éloigné du simple citoyen. Donc c'est une manière de se rapprocher, de chercher la proximité avec les gens ordinaires. Est-ce qu'on y réussit ? Ça, c'est pas tout le temps sûr. Alors on va essayer de effectivement dérouler le fil de l'histoire parce que c'est une histoire tout de même relativement récente. La première fois qu'un président parle, non pas aux Français, parce qu'un président parle aux Français toujours par des discours, mais répond à des questions directement posées par des Français, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Et pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous montrer la première archive de cette émission. On est le 1er février 1977, c'est les dossiers de l'écran. Et un dossier de l'écran exceptionnel est organisé avec le président Giscard. Nous sommes donc ce soir à l'Élysée pour un dossier de l'écran tout à fait exceptionnel et qui constitue sans aucun doute une grande première dans l'histoire des télévisions. C'est en effet la première fois qu'un chef d'État en exercice, en l'occurrence M. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République française, va s'entretenir en direct avec de simples citoyens, choisis scientifiquement pour représenter de façon rigoureuse, du moins le croyons-nous, l'ensemble de la population française dans sa diversité d'âge, d'activités professionnelles, de situations sociales et d'opinions politiques. Nous avons tenu, et vous le souhaitiez vous-même, je crois, à ce que les 60 personnes qui sont ici ce soir restituent aussi fidèlement que possible la diversité des opinions des Français. Alors ça, c'est un premier enjeu essentiel. Parler aux Français, mais parler à tous les Français. Oui, c'est pour ça qu'on a besoin des instituts de sondage, parce que finalement, on va installer un panel censé être représentatif de l'ensemble des Français. Et alors, précisément, François Hollande s'adressait à un tout petit nombre de citoyens. Il y a eu des débats même, des citoyens qui ont considéré qu'ils avaient été chassés parce que la chaîne, parce que le gouvernement ne voulait pas de ces gens-là, ou l'Élysée ne voulait pas de ces gens-là face à François Hollande. Ça, c'est un premier risque quand même.
Oui, alors il y a deux types de panels. Il y a un panel qui est représentatif de la population française, et puis il y a un panel qui est représentatif des gens qu'on a vus à la télévision, parce que c'est tous les gens. C'était la même chose d'ailleurs avec Nicolas Sarkozy et Paroles de Français en 2010 ou 2011, c'est-à-dire qu'on sélectionnait des Français qui avaient fait d'une certaine manière l'actualité et qui interpellaient par leur action les autorités. Et là, on sent, comme c'est une première, qu'on devance quasiment une critique. Il s'agit vraiment d'avoir 60 Français, quasiment 60 millions de Français, 60 sur le plateau. Et Giscard passera de table en table pour leur parler directement. Il y a un enjeu aussi très giscardien, non ? Il y a un enjeu symbolique. C'est le président qui va à la rencontre des Français, puisqu'il se déplace de table en table, comme quelque temps auparavant, il s'était déplacé chez les Français pour aller dîner. Alors justement, il va y faire lui-même allusion. Alors c'est un moment un peu particulier, qu'on revoit souvent, enfin parfois à la télévision. C'est Madame Fossé qui interpelle le président de la République. Elle lui pose une question qui est la question peut-être emblématique de ces rencontres un peu artificielles entre le président et les vrais Français. C'est donc dans la même émission, le 1er février 1977. Que connaissez-vous les difficultés matérielles que peuvent éprouver certaines familles françaises? Dans ma fonction, personne ne peut les connaître directement. Je veux dire qu'on mène une vie qui est tout à fait anormale. Oui, c'est dommage, vous savez. Oui, vous avez raison, mais je veux dire, dommage. il faut bien voir que c'est comme ça. Par contre, naturellement, on dispose de toutes sortes d'informations. Seulement, ces informations, ce n'est pas pareil que de vivre soi-même. J'ai fait un certain nombre de tentatives, je continuerai à le faire d'ailleurs, pour voir les Français chez eux. On me l'a reproché à tort, à mon avis. Car naturellement, c'est un peu artificiel. C'est toujours difficile d'aller chez quelqu'un et pas chez un autre. D'autre part, les gens que je vais voir, pour eux, je ne suis pas sûr qu'en effet, ils puissent s'exprimer comme ils le feraient entre eux. Mais dans la rencontre, il y a toujours quelque chose qu'on apprend. Et il est évidemment très important de connaître. Et je me le dis souvent à propos de mots que nous employons quand nous suivons des statistiques. Alors on dit qu'il y a un peu plus d'1 million de chômeurs ou un peu moins d'1 million de chômeurs. Nous regardons des courbes. Et ceux dont il est question, eux, ne regardent pas des courbes. Ils ont une situation personnelle qu'ils ressentent certainement avec une intensité beaucoup plus forte. Donc la question, elle n'a pas très bien entendu Mme Fossé, les conditions sonores n'étaient pas très bonnes à l'époque. Elle lui demande qu'est-ce que vous savez des vraies difficultés des vrais Français? Ça pose une question quand même très particulière, pas n'importe quel président en plus. Oui, alors d'une certaine manière, on peut dire que la réponse est sincère, puisque en fait, désarmante. Finalement, je ne connais pas bien les préoccupations des Français. Il dit, j'ai une vie qui n'est pas normale. Oui, et c'est vrai, quand on vit à l'Élysée, on est dans une tour d'ivoire, nécessairement, et on est ultra protégé, et il faut faire la démarche d'aller voir les Français. Mais Giscard a un problème, effectivement, bien particulier, c'est-à-dire à la fois, et c'est ainsi depuis des années, avant même qu'il soit président de la République, c'est-à-dire qu'à la fois on le dit intelligent, on le dit compétent, mais on le dit froid. Et c'est pourquoi il parle tant de son cœur et essayer de montrer qu'il a des émotions. Et ces émotions s'expriment, à son avis également, en allant voir les Français. Donc là, il casse une distance. Alors aller voir les Français, c'est aller dîner chez eux. Ça, c'est aussi une pratique qu'on va utiliser ensuite. Oui, mais c'est extrêmement nouveau. Oui. Parce en fait, ce qui a changé dans ces émissions entre le président de la République et les Français, c'est que avant, il s'agissait avant tout de montrer une image moderne de la politique. C'est ce que fait Giscard d'Estaing, en s'inspirant d'ailleurs un peu du modèle américain. Nixon l'avait fait dans la campagne de 68, etc. Aujourd'hui, ça n'est pas ça. Aujourd'hui, c'est que la distance est tellement longue, forte, puissante entre les Français et les politiques, qu'il s'agit de retrouver la proximité nécessaire, et ça, c'est assez difficile. Alors, tous les présidents, après Giscard, vont se plier à cet exercice que Giscard va, entre guillemets, inventé dans l'ordre. François Mitterrand le fera. Alors lui, il le fera à un moment particulier. C'est en 1992. On peut peut-être rappeler le contexte. C'est quand même un contexte extrêmement fort politiquement. Il y va pour une raison très particulière. C'est pas pour casser une distance. C'est vraiment pour faire œuvre de pédagogie, d'explication. Sur l'Europe. Oui. Oui, parce que il y a un risque. On est dans le contexte de Maastricht et on s'aperçoit que les sondages il va y avoir un référendum et les sondages ne sont pas favorables. Et il faut se rappeler d'ailleurs qu'il y a eu raison de s'alerter, puisque le oui l'a emporté d'une courte majorité dans l'opinion. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Jacques Chirac, son successeur, va tenter de suivre à peu près la même méthode. Après, toujours au sujet de l'Europe, on est en 2005, juste avant le référendum sur le traité constitutionnel qui, lui, sera refusé par le peuple français. On est donc en avril 2005 et vous allez voir, on est la veille du débat. Jacques Chirac a décidé de parler avec uniquement des jeunes et ça a du mal à passer.
Le traité de Maastricht. Le président de la République d'alors avait choisi, lui aussi, de répondre aux questions de citoyens triés par un institut de sondage. Mais dans la même émission, un débat avait confronté François Mitterrand, promoteur du oui, à Philippe Séguin, partisan du non. Jeudi, Jacques Chirac, lui, ne se verra pas opposé de ténor politique. Le camp du non, il est vrai très divers, ne sera représenté par aucun porte-drapeau. En revanche, le principe du panel a été retenu, comme en 1992, mais limité à des profils de jeunes Français, dont certains, militants engagés du non, affirment avoir été écartés après avoir été sélectionnés. Je pense réellement que M. Chirac n'a pas intérêt à avoir des jeunes qui sont en mesure d'expliciter, article par article, les raisons pour lesquelles ils vont voter non le 29 mai. En fait, le président de la République tentera jeudi de s'inscrire dans une tendance lourde de la vie politique française. Les têtes d'affiche, toutes opinions confondues, choisissent désormais de s'exposer sur des plateaux et auprès d'animateurs présumés attractifs, loin de l'austérité des émissions et interlocuteurs spécialisés. Alors, est-ce que vous mettriez, vous, sur le même plan cette communication politique dans des émissions dites de divertissement et puis aller à la rencontre de vrais Français, de panels de Français dans des émissions comme celle avec François Hollande, par exemple? Non, parce qu'en fait, on n'attend pas du tout la même chose de la part de l'homme politique. Ce qu'on attend dans les shows télévisés, c'est qu'il participe au show. Donc il donne une image de sincérité, de sympathie. Dans le dialogue avec des Français ordinaires, il s'agit de répondre précisément à leurs questions. On parlait de Giscard tout à l'heure. Il y a eu une deuxième émission, mais en 1977, face à des jeunes. Il a été tellement bousculé par ces jeunes ce soir-là, c'était en direct, qu'il n'a plus renouvelé l'expérience. Dans Parole de français, en 2010, Nicolas Sarkozy a été bousculé lui aussi par un Pierre Leménez, qui était un syndicaliste. On s'en souvient, qui a été la vedette de la soirée. C'était pas Nicolas Sarkozy, c'était le syndicaliste. Un risque maximum, mais qu'on prend quand même régulièrement quand on est président, et apparemment on doit prendre tout de même. Je rappelle, votre dernier livre, on doit s'arrêter maintenant, Comeback, l'art de revenir en politique, c'est chez Flammarion et c'est encore évidemment disponible et de plus en plus peut-être d'actualité. Merci beaucoup Christian Delporte d'avoir été mon invité. Le 7 avril dernier, à la suite du scandale Volkswagen, a été rendue publique une enquête portant sur 52 modèles au moteur diesel roulant en France. Avant de revenir sur l'histoire de notre passion pour le diesel, les résultats inquiétants du 7 avril dernier avec Jordan Klein. Fini les tests en laboratoire, les véhicules sont soumis à des bancs d'essai plus exigeants en conditions réelles. Voulu par Ségolène Royal après le scandale Volkswagen, la deuxième vague d'essais est loin d'être concluante. Les 50 premières voitures contrôlées dépassent de 2 à 7 fois les normes d'émissions d'oxyde d'azote. Pour certains observateurs, les constructeurs respectent des tests d'homologation complètement obsolètes. On sait depuis des années que les tests d'homologation des véhicules tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui, ils sont déconnectés de la réalité. À partir du 1er janvier 2017, tous les constructeurs devront progressivement respecter les normes de test en conditions réelles. Mais pour les associations de lutte contre la pollution, il faut surtout renforcer les sanctions. Si certains véhicules ne passent pas les critères d'homologation, alors il va falloir les retirer du marché et que les constructeurs revoient leur technologie jusqu'à ce que ça fonctionne. Pour l'instant, dans les faits, aucune faute n'a été commise. Il n'y a donc pas de sanctions prévues de la part du gouvernement. Et m'a rejoint Mathieu Flonneau, bonjour. Bonsoir. Vous êtes historien, maître de conférences en histoire contemporaine à Paris-Sorbonne, spécialiste des mobilités et d'automobiles. Vous avez un point de vue assez tranché sur la question. Les titres de vos 2 derniers livres le prouvent. Le premier chez Descartes et compagnie, Défense et illustration d'un automobilisme républicain. Le second, plus récent, avec Jean-Pierre Orfeuille, Vive la route, vive la République. Et c'est impertinent. Quand vous entendez ça, est-ce que vous avez l'impression que c'est une espèce de machine qui est en train de se mettre en place de communication contre l'automobile? Non. C'est, comme vous l'avez dit, une passion étrange un peu pour la France, pour le diesel. Mais l'automobile, derrière, est un objet, qui est un objet social, qui est apprécié. Et donc, somme toute, finalement, la motorisation est une question. L'automobile en est une autre. Et le diesel est un moment de l'histoire de l'automobile. Mais c'est un moment qui, pour des raisons aujourd'hui évidentes de remise en question sanitaire, légitime, eh bien, doit être passé. Et l'automobile est en train de passer ce moment.
Donc vous déconnectez évidemment le diesel de l'automobile, alors que certains essaient d'agréger tout ça. Hein. Oui, ce qui est un problème parce que c'est pratiquer une forme de schizophrénie vis-à-vis aussi non seulement de l'industrie nationale, de l'industrie... justement, vous évoquiez et des comportements. L'automobile comme un objet social, c'est un objet culturel, un objet aussi économique, voire même politique. Tous les présidents, les ministres vont au salon d'automobile. C'est le cas de Georges Pompidou, président de la République, qui en 1970 se rend au salon de l'auto et il évoque déjà la question du diesel et de la pollution. Elle a 5 vitesses et dans sa version actuelle, elle atteint 220 km/h. C'est 2 fois plus que l'autorisé. Oui. C'est vrai que le diesel ira très loin encore avec la pollution. Je crois que le diesel ne fait pas d'oxyde de carbone. Oui. Donc le diesel sent plus mauvais que l'essence, mais il pollue moins. Oui. Je dirais qu'un moteur... Parce qu'au nez, il pollue plus. Alors, au nez, il pollue plus. Juste, parce qu'il faut quand même poser les bases. Hein. Le diesel s'est imposé quand, comment et pourquoi à ce point en France? Alors, c'est une question un peu vaste, mais rapidement. Alors, la motorisation diesel a effectivement cru dans le parc. Très concrètement, c'est au cours de ces décennies 70, 80, 90, où effectivement le diesel est arrivé à un taux de 70% du parc. Cette logique a des explications technologiques et aussi il y a eu un engouement pour le diesel pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que les ingénieurs ont rendu la technologie, qui était au départ une technologie essentiellement agricole ou destinée aux poids lourds, acceptable par les conducteurs. Et de ce point de vue-là, c'est assez touchant d'ailleurs de voir un président s'intéresser aux voitures et à leur performance, parce que cette image a disparu. Vous ne verrez pas une telle image désormais. On regarde le moteur. Oui, mais même d'un président. Votre émission est politique, d'un président s'intéressant à l'automobile. Et donc de ce point de vue-là, Georges Pompidou est un moment de l'automobilisme heureux en France, et il a existé. Mais pour revenir au diesel, il est très clair que les ingénieurs ont rendu la technologie plus sympathique parce qu'ils ont pallié certains défauts qui étaient celui de l'autonomie. Le diesel consomme moins. De fait, il y a aussi moins d'émissions de CO2. Et ça, c'est un argument qui, par la suite, a été utilisé. Bien sûr, et, on va l'entendre tout à l'heure. le diesel est un mode de motorisation qui est devenu également plus agréable à conduire en termes de souplesse de conduite. Et pour des pays où les limitations de vitesse se sont légitimement imposées, le diesel est devenu quelque chose d'assez rationnel et même d'assez apprécié. Alors, effectivement, tout cela est vraiment intéressant, mais en 83, on l'entendait déjà dans la bouche de Pompidou, il y a un problème de pollution qu'il sent de son nez. On lui dit maintenant il n'y a pas de pollution. Alors est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce que parce que la science n'a pas atteint ce niveau? Ou est-ce que parce qu'on essaie de noyer un peu le poisson? Il est très clair que certains arguments ne sont plus audibles. Il est très clair que le cheminement de la sensibilité sociale à certains polluants a explosé parce qu'on a commencé à les mesurer. Et très concrètement, les premières enquêtes sur les motorisations et leurs nuisances apparaissent au milieu des années 1960. Les États-Unis jouent un grand rôle. Les premières lois sont adoptées. Le Clean Air Act, c'est 1970. On est là dans une logique où le problème se constitue socialement. Scientifiquement, il commence à être renseigné. Attendez, vous me dites... Il commence à être renseigné. Mais aux États-Unis, on le dit, et en même temps, vous avez un président de firme qui dit au président de la République, ça ne pollue pas, c'est une odeur, mais rassurez-vous, ça ne pollue pas. Est-ce que c'est pas grave? Disons que c'est un lobby qui défend ses intérêts. Il y en a d'autres. Ce qui est aussi à relativiser, c'est effectivement la dimension automobile par rapport à d'autres polluants à l'époque qui sont aussi dans d'autres domaines très puissants. Et donc, il y a aussi d'autres problèmes à régler. Le DDT, etc. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on regarde une archive parce que, en termes d'information, il y avait quand même de quoi faire. En 1983, vous allez voir, au journal de Daniel Bilalian, on évoquait, à une heure de très grande écoute, un rapport qui pointait les risques du diesel. Les moteurs diesel sont-ils générateurs de cancer, de certaines formes de cancer? C'est la question que pose un rapport du professeur André Roussel sur l'impact médical de la pollution d'origine automobile qui vient d'être remis au secrétaire d'État à l'environnement. Le rapport insiste sur l'effort à faire pour réduire la teneur en plomb des carburants et notamment celle des moteurs diesel dont les émanations peuvent engendrer des risques de cancer. Pour tout le monde bien sûr, mais aussi pour l'automobiliste qui utilise une voiture à traction diesel, car il est établi que bien souvent la séparation entre l'habitacle et le moteur d'un véhicule n'est pas totalement étanche. Le commentaire de notre spécialiste Martine Alain-Regnault. La première série de mesures, peut-être la plus importante et la plus surprenante, concerne les moteurs diesel.
Leur combustion émet dans l'atmosphère des particules riches en hydrocarbures qui peuvent pénétrer dans les bronches. Or, en laboratoire, ces particules se sont révélées mutagènes, donc suspectes d'être cancérigènes. Des expérimentations complémentaires sont en cours, d'où la recommandation immédiate, en attendant leurs résultats, de ne pas augmenter le parc automobile diesel. Bon, les choses sont dites clairement, et on ne dit pas le terme particules fines, mais il s'agit de cela. À l'époque, alors on a dit qu'il ne fallait pas augmenter, en tout cas le rapport Roussel préconisait de ne pas augmenter le parc. À l'époque, c'était 8 à 9% des véhicules qui roulaient au diesel, et ça va s'envoler. Vous avez parlé de 70%. Et le parc va effectivement continuer à croître de façon effectivement presque hégémonique, sur certains segments en tout cas. D'ailleurs, il faut bien dire qu'aujourd'hui encore, la motorisation est encore très consommée. Et il y a sur les véhicules haut de gamme et outre-Rhin notamment, en Allemagne, beaucoup de véhicules diesel vendus. Ce qui est intéressant, c'est la constitution effectivement scientifique d'un dossier accusatoire contre le diesel. Et là, il ne faut pas faire d'anachronisme, il est très clair qu'on n'est pas encore dans une phase de criminalisation de ce genre d'industrialisation un peu hasardeuse, effectivement. Et donc, il y a des chemins de dépendance de l'industrie. C'est-à-dire qu'une compétence qui a été construite, eh bien, elle est exploitée. Et là, les constructeurs français, effectivement... Ils sont en plein développement. Ils sont en plein développement et ils vont, par ailleurs, également faire des efforts. Faire des efforts sous la contrainte. Hypocatalytiques qui vont apparaître au début des années 90. Mais qui ne nous protègent pas des particules fines. Qui ne protègent pas des particules fines, mais qui, par post-combustion et par gestion des émanations et des émissions, vont tout de même réduire les émissions globales. Donc il y a différents points à prendre en considération et différents sujets à traiter. Et une firme comme Peugeot, on voit la publicité qui est quand même assez géniale. On est en 1984, 205 diesel, 3,9 litres, première mondiale. Alors on sait aujourd'hui que les consommations sont totalement bidonnées. Et ça, c'est un autre problème, c'est effectivement la sincérité ou l'insincérité des tests et la validité. En parlant en tout cas de sincérité, ou on peut discuter sur cet espace entre la sincérité et le calcul froid et économique. Ou la fraude. On va écouter un grand patron tout de même de l'industrie française, Jacques Calvet, en 1990, qui est assez malin pour vendre le diesel à un moment très particulier, qui est celui de la guerre du Golfe, qui entraîne bien sûr une remontée du prix à la pompe et qui trouve forcément que le diesel est la solution magique à tous les problèmes. Crise du Golfe oblige, Jacques Calvet profite des circonstances pour lier environnement et économie d'énergie. Une stratégie qui lui permet notamment de mettre en valeur ses hauts de gamme à la française et particulièrement le savoir-faire de PSA dans le domaine du moteur diesel. Il faut bien voir que le diesel a un coût d'entretien et de carburant beaucoup moins élevé, pollue beaucoup moins qu'un moteur essence sans catalyseur piloté, et pour l'économie nationale, pour la balance du commerce extérieur, consomme moins de carburant. Leader mondial du diesel, Jacques Calvet espère bien en somme que les Français continueront d'acheter une voiture neuve sur 3 propulsée au gazole. Il est vrai que les largesses du fisc pour ce carburant-là peuvent justifier l'optimisme du patron de PSA. Alors on voit tout, c'est formidable avec le diesel, c'est même plus qu'un sur 3, c'est même plus d'un sur 2, hein, même si aujourd'hui ça a un peu baissé. Ça descend. Ça descend. Est-ce que ça descend assez d'ailleurs ? Est-ce que selon vous, on a fait suffisamment d'efforts aujourd'hui ou bien il faut descendre forcément doucement ? Il est clair qu'il y avait une variable fiscale qui était importante, qui favorisait finalement le diesel. C'est quelque chose qui est, somme toute, relativement infondé aujourd'hui de préserver. Mais la question est aussi d'acceptation sociale, car Jacques Calvet, qui avait été moqué au Guignol de l'info à l'époque, eh bien Jacques Calvet représente aussi une forme d'attachement à une démocratisation de la mobilité. Et il y a toute une logique de cet écosystème. Et l'historien, l'historien n'est pas juge, n'est pas avocat non plus, mais simplement il cherche à comprendre comment eh bien, une société s'est inscrite dans une dépendance, en l'acceptant. Et en tout cas, alors on va regarder la une de l'Obs, qui est notre partenaire, on est en 1997, les questions environnementales se posent de l'air de plus en plus, hein, ça devient une problématique essentielle, et puis ça va monter en puissance. Merci beaucoup Mathieu Flonneau. Vive la route, vive la République, et c'est impertinent chez l'Aube, même si vous êtes anti-diesel, même si vous êtes anti-voiture, c'est pas mal aussi d'entendre des arguments, d'entendre une réflexion historique sur un sujet aussi complexe. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Merci. L'Archive en plus, cette semaine, nous conduit à Bourges, où le printemps est festif et musical depuis 1977. Mais vous allez le voir, les choses ont un peu changé depuis le premier festival.
Chaque jour, des manifestations ayant pour thème la chanson et ses tendances actuelles étaient organisées dans la ville. Ateliers et animations, spectacles libres et débats autour d'un thème choisi réunissant les spécialistes. Ici, un débat sur l'industrie du disque et remise en question du show business avec Pierre Barou. Voilà, je rappellerai que c'est Mika qui a ouvert le festival du Printemps de Bourges. Cette année, on est un peu loin, effectivement, de la contestation des origines. Alors, pour terminer, mon choix de cette semaine, mon choix culture, livre de cette semaine, c'est le nouveau livre de l'historien Jacques-Olivier Boudon. Ça s'appelle « Les naufragés de la Méduse ». C'est aux éditions Belin. C'est un livre vraiment formidable, un grand livre d'histoire, une très belle plume. L'auteur nous raconte la véritable histoire de la Méduse, cette frégate échouée au large de la Mauritanie en 1816, et surtout celle de ces 150 hommes abandonnés sur un radeau durant 13 jours. Certains ont survécu et racontent la violence et même le cannibalisme à bord. Et ce livre devient passionnant, je trouve en tout cas, parce que Boudon s'intéresse surtout aux réactions en France quand ce drame est connu, un drame qui ouvre une crise politique mais aussi sociale et morale. Il y a de magnifiques pages, notamment sur l'expression enfin possible d'une violence étouffée, celle de la période révolutionnaire et des guerres napoléoniennes. Et bien sûr, en 1819, la toile de Jéricho immortalisera cette catastrophe. Et comme ça, chaque semaine, pour terminer cette émission, je laisse la parole à une speakerine venue du passé. Il est temps pour nous de rendre l'antenne à Paris. Nous vous remercions de votre attention et nous vous donnons rendez-vous demain, bien sûr, à 19h. Bonsoir. Vive la France! Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, vous ont présenté l'info dans le rétro.